Le soleil commençait à se coucher derrière les collines lorsque le premier grondement résonna à travers les nuages. Les oiseaux s'éparpillèrent. Les enfants qui jouaient près du ruisseau s'arrêtèrent et levèrent les yeux, leur rire s'éteignant dans le silence. Loin en contrebas, dans un petit village entouré de champs verts et de sentiers poussiéreux, une jeune femme nommée Amira ramassait des morceaux de bois près de l'arrêt de bus abandonné. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements rapiécés par des années d'usure et ses sandales tenaient à peine. Elle avait 23 ans, mais la vie avait vieilli ses yeux bien au-delà de son âge. Tout le monde la connaissait dans le village. Non pas parce qu'elle avait un foyer, mais parce qu'elle n'en avait pas. Amira dormait sous un vieux hangar en bois près de la place du marché. Chaque matin, elle balayait le sol comme si elle prétendait posséder l'endroit. Certains villageois lui offraient des restes de nourriture. D'autres l'évitaient complètement, mais elle ne mendiait jamais. Elle souriait et disait « Tout ira bien. Demain sera meilleur. » Ce soir-là, alors que le ciel virait à l'or, l'air trembla soudain avec un bruit tonitruant, plus aigu que n'importe quel tonnerre qu'elle ait jamais entendu. Amira se figea, serrant la brassée de bâton contre elle. Elle leva les yeux et vit quelque chose fendre les nuages. Un avion de chasse se tordant et spiralant, des flammes jaillissant de sa queue. Pendant un battement de cœur, tout s'arrêta. Puis vint l'explosion. Un nuage de feu s'éleva au loin, suivi d'une onde de choc qui secoua le sol sous ses pieds. Amira laissa tomber le bois et se mit à courir. Des gens criaient derrière elle, lui disant de rester à l'écart, mais elle n'écoutait pas. Quelque chose en elle, cette voix tranquille qui la poussait toujours vers le danger plutôt que de l'éloigner, lui chuchota « Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide ». La fumée s'épaississait à mesure qu'elle approchait du lieu de l'accident. Les arbres brûlaient comme des torchés. Des débris de métal jonchaient le sol, rougeoyant dans la lumière déclinante. L'odeur de carburant emplissait l'air. Amira se couvrit le nez et s'approcha, le cœur battant comme un tambour. Et puis elle le vit. À moitié enseveli sous un morceau de l'épave se trouvait un homme en combinaison de pilote déchirée. Son casque était fendu, son visage strié de sang, et il ne bougeait pas. Amira haleta. Pendant un instant, la peur la paralysa. Le feu rugissait autour d'elle et une partie de l'épave explosa à nouveau, projetant des étincelles. Mais quand elle vit la main de l'homme tressaillir légèrement, quelque chose se dénoua en elle. Elle ne pouvait pas le laisser là. « Et, vous m'entendez » cria-t-elle, la voix tremblante. Il n'y eut pas de réponse. Amira se laissa tomber à genoux à côté de lui et tenta de tirer le métal de côté. Cela lui brûla les paumes, mais elle continua, des larmes de douleur coulant sur son visage. « S'il vous plaît, réveillez-vous, s'il vous plaît. » D'une poussée finale, les débris cédèrent et elle réussit à le libérer. Il était lourd, beaucoup plus lourd qu'elle ne l'attendait, mais elle glissa ses bras sous ses épaules et le traîna pouce par pouce loin du feu. Ses poumons brûlaient, ses mains tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'il soit assez loin des flammes. L'homme respirait, mais faiblement. Son pouls palpitait doucement sous ses doigts. Amira regarda autour d'elle désespérément. Il n'y avait aucune aide, aucun son, à part le crépitement du feu et le sifflement du vent. Elle lui encadra le visage de ses mains tremblantes. « Vous n'allez pas mourir ici. Pas comme ça. » Elle se leva et courut sur la route, agitant frénétiquement la main vers les quelques villageois qui se rassemblaient au loin. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi » cria-t-elle. Un fermier et son fils adolescent accoururent. Quand ils virent le soldat, leurs yeux s'écarquillèrent. « Nous devons l'emmener à l'hôpital » dit le fermier. Ils soulevèrent l'homme ensemble et le placèrent à l'arrière de leur charrette en bois. Tandis que le cheval commençait à avancer, Amira monta à côté du soldat, lui tenant fermement la main. Son étiquette d'identification brillait faiblement dans la lumière du soir. On pouvait y lire « Capitaine Tindé, Force aérienne nigériane ». « Capitaine » murmura-t-elle. « Vous allez vous en sortir. » Le trajet jusqu'au petit hôpital du village sembla interminable. Les roues cahotaient sur la route accidentée et le ciel s'assombrissait de fumée et de nuit. Amira ne quitta jamais son visage des yeux. Sa respiration était faible mais toujours présente. Chaque souffle lui donnait de l'espoir. Quand ils arrivèrent enfin, les infirmières haltèrent à la vue de l'homme blessé. Les médecins se précipitèrent avec des brancards, donnant des ordres. Quelqu'un essaya de tirer Amira à part, mais elle refusa de quitter son côté. « Je l'ai trouvé » dit-elle, la voix tremblante. « S'il vous plaît, sauvez-le. » L'infirmière en chef, une femme plus âgée avec des lunettes argentées, regarda les mains brûlées d'Amira et la suit sur son visage. « Vous avez besoin de soins, vous aussi, enfant, » dit-elle doucement. « Je vais bien, » répondit Amira en secouant la tête. « Aidez-le d'abord. »
À l'intérieur de l'hôpital, des lumières blanches vives vacillaient au-dessus de leur tête, tandis qu'ils emmenaient le soldat à la salle des urgences. Amira s'assit dans le couloir, les genoux serrés contre sa poitrine. L'odeur de l'antiseptique lui piquait le nez. Ses vêtements étaient déchirés, ses mains boursouflées et son cœur était lourd de peur. Elle ne connaissait même pas son nom au-delà de ce qui était écrit sur l'étiquette. Mais elle se sentait connectée à lui. Peut-être parce que le sauver lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Des heures passèrent. Les infirmières entraient et sortaient. Amira ne bougea pas. Finalement, l'un des médecins sortit. « Il est en vie », dit-il, retirant ses gants. Mais son état est critique. Celui qui l'a amené ici lui a probablement sauvé la vie. Amira laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas qu'elle retenait. Ses yeux se remplirent de larmes. Non pas de tristesse cette fois, mais de soulagement. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle doucement. « Pas encore », répondit le médecin. « Il se repose. Vous devriez vous reposer aussi. » Mais Amira ne pouvait pas partir. Elle resta assise là toute la nuit, la tête posée sur le banc en bois. Les lumières bourdonnaient doucement au-dessus d'elle et la pluie commença à tomber dehors, lavant la fumée de l'air. Elle pensait à sa vie, à la façon dont elle avait erré dans le village chaque jour, à la recherche de petits boulots. À la façon dont elle avait appris à dormir malgré la faim et la solitude. Et maintenant, par un étrange coup du sort, elle avait sauvé quelqu'un d'important, quelqu'un dont la vie comptait bien au-delà de ce petit hôpital. Alors que l'aube se levait, Amira se dirigea vers la fenêtre et regarda le soleil levant. Le monde semblait différent maintenant, comme si le ciel s'était ouvert et avait versé un nouveau chapitre dans sa vie. Elle ne savait pas qu'à des kilomètres de là, un téléphone sonnait dans un manoir de verre et de marbre. Une voix disait d'urgence, « Général Adéwalé, le jet de votre fils s'est écrasé, mais il est en vie. » Une villageoise la secourut. Et à cet instant, les chemins de deux mondes, l'un de richesse et l'autre de pauvreté, commençaient à s'entremêler d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Amira se rassit près de la porte de la chambre, ses mains brûlées bandées. Elle murmura une prière tranquille pour l'étranger derrière le rideau. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-elle doucement. « Vous êtes en sécurité. » Dehors, la lumière du matin se répandait sur la route mouillée, touchant tout ce qu'elle pouvait atteindre. Même les morceaux brisés du jet tombé, qui fumaient encore à l'horizon. Et quelque part au plus profond d'elle, Amira ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Le matin après l'accident semblait irréel pour Amira. Le couloir de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bip régulier des machines et du faible bourdonnement des ventilateurs de plafond. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les flammes. Le ciel en feu, le visage immobile de l'homme, ses propres mains tremblantes le tirant de l'épave. Elle était assise sur le même banc en bois à l'extérieur de la chambre, ses doigts enveloppés de bandages frais. Le médecin avait insisté pour soigner ses brûlures, mais elle avait à peine remarqué la douleur. Son esprit restait fixé sur une seule pensée. Le soldat allait-il se réveiller? Une infirmière s'approcha doucement d'elle. « Vous êtes là depuis toute la nuit, mademoiselle. Vous devriez vous reposer. » Amira secoua la tête, souriant faiblement. « Je me reposerai quand il ouvrira les yeux. » L'infirmière soupira et s'éloigna. À travers la petite fenêtre en verre de la porte, Amira pouvait voir l'homme, le capitaine Tindé, gisant immobile sous des draps blancs. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Des tubes le reliaient à des machines qui clignotaient et bipaient. Il avait l'air paisible, presque trop paisible pour quelqu'un qui était tombé du ciel. Amira murmura une prière silencieuse. « S'il vous plaît, laissez-le vivre. » Dehors, le village bourdonnait de murmures. Des soldats étaient arrivés pour sécuriser le site de l'accident. Des camions entraient et sortaient. Des journalistes tentaient d'atteindre l'hôpital, mais des gardes bloquaient l'entrée. Tout le monde voulait voir la fille qui avait sauvé le fils du général Adéwalé, l'un des hommes les plus puissants et les plus riches du pays. Amira ne savait rien de tout cela. Elle était juste heureuse qu'il soit en vie. Vers midi, le calme fut rompu par le bruit lointain de moteurs. Pas des voitures ordinaires, mais d'élégants SUV noirs glissant sur la route poussiéreuse vers l'hôpital. Les villageois se rassemblèrent, murmurant d'admiration lorsque le convoi s'arrêta devant le bâtiment. De la première voiture sortit le général Adéwalé lui-même, grand, les épaules larges, vêtu d'un costume noir impeccable. Son visage était sévère, sa présence imposante, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus doux. « Où est mon fils ?» demanda-t-il en entrant dans l'hôpital. Les infirmières s'inclinèrent légèrement et le conduisirent à la chambre. Amira se tenait tranquillement près de la porte, incertaine si elle devait partir ou rester. Lorsque le général vit son fils gisant inconscient,
les murs de pouvoir autour de lui semblèrent s'effondrer. Il s'approcha, sa voix tremblante. « Tindé, mon garçon. » Le médecin expliqua la situation, comment le capitaine avait subi des blessures internes, mais avait été sauvé à temps grâce à une jeune femme qui l'avait tiré du jet en flammes. « Qui est cette jeune femme ?» demanda le général, se tournant vers Amira. La pièce devint silencieuse. Amira se figea, incertaine de comment parler. Ses vêtements étaient encore tachés. Ses cheveux étaient attachés en désordre avec un morceau de fil. « C'est elle qui a sauvé la vie de votre fils, monsieur, » dit doucement le médecin. Le regard du général s'adoucit. Il marcha lentement vers elle. Pour la première fois de sa vie, Amira se retrouva face à face avec quelqu'un dont les chaussures coûtaient probablement plus cher que tout ce qu'elle avait jamais possédé. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il gentiment. Amira hocha la tête nerveusement. « J'ai juste vu l'accident, monsieur. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. Il était piégé. Et je l'ai sorti. » Le général la regarda pendant un long moment, étudiant ses mains brûlées, sa voix tremblante, l'épuisement dans ses yeux. Puis il dit doucement, « Vous avez risqué votre vie pour la sienne. » Elle secoua rapidement la tête. « Non, monsieur. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Il sourit faiblement. « Non, tout le monde ne l'aurait pas fait. » Il se tourna vers le médecin. « Préparez-le pour le transfert. J'emmène immédiatement mon fils à l'hôpital de la ville. Et elle vient avec nous. » Amira cligna des yeux, confuse. « Moi, monsieur ?» « Vous avez sauvé sa vie, » dit fermement le général. « Vous ne restez pas ici. Vous venez avec nous. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, les infirmières s'affairaient déjà à préparer le patient pour l'ambulance. Amira resta figée tandis que les hommes du général lui apportaient une bouteille d'eau et une couverture. Elle n'avait jamais été traitée ainsi auparavant, comme si elle comptait. Quand ils sortirent, tout le village était rassemblé, regardant avec incrédulité. Les enfants murmuraient son nom. Les anciens hochaient la tête en signe d'approbation. Le convoi scintillait au soleil. Des voitures noires aux vitres teintées, des moteurs vrombissants comme quelque chose venu d'un autre monde. Le général fit un geste vers l'une des voitures. « Veuillez monter. » Amira hésita, puis obéit. Le siège en cuir lui parut incroyablement doux sous ses paumes. Le parfum d'eau de Cologne et de rembourrage neuf emplissait l'air tandis que les voitures commençaient à bouger. Elle regarda par la fenêtre, observant les routes familières de son village disparaître derrière elle. Elle ne savait pas où ils allaient, mais au fond d'elle, elle sentait que sa vie était en train de changer. Non pas lentement, mais d'un seul coup. Le trajet jusqu'à l'hôpital de la ville dura des heures. Le général ne parla pas beaucoup. Ses yeux restaient fixés devant lui, son esprit lointain. De temps en temps, Amira lui jetait un coup d'œil, la force dans sa mâchoire, la tristesse derrière son calme. Il n'était pas seulement un homme riche. Il était un père craignant de perdre son enfant. Quand ils atteignirent l'hôpital, des médecins et des infirmières se précipitèrent pour les accueillir. Le seul nom du général ouvrait toutes les portes. Le capitaine Tindé fut emmené à l'unité de soins intensifs. Amira suivit tranquillement, incertaine si elle était même autorisée à être là. Après que le chaos se fut dissipé, le général la trouva assise dans la salle d'attente à nouveau, tout comme elle l'avait fait à l'hôpital du village. « Vous n'étiez pas obligé de venir aussi loin, » dit-il doucement. « Mais vous l'avez fait. » Amira leva les yeux. « Je ne pouvais pas le laisser, monsieur. » Il l'étudia à nouveau, cette fois non pas avec curiosité, mais avec admiration. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-il. « Ma défunte épouse. Elle aurait fait la même chose. » Amira baissa les yeux, incertaine de comment répondre. Personne ne l'avait jamais comparée à quelqu'un de noble auparavant. « Avez-vous de la famille, Amira ?» demanda-t-il gentiment. Elle hésita. « Non, monsieur, plus maintenant. » Il hocha lentement la tête. « Alors, pour l'instant, vous resterez sous ma garde. Vous aurez un endroit pour vous reposer, de la nourriture, et des vêtements qui ne sont pas déchirés. C'est le moins que je puisse faire pour avoir sauvé mon fils. » Les yeux d'Amira s'écarquillèrent. « Monsieur, c'est trop. Je ne veux pas être un fardeau. » L'expression du général s'adoucit. « La gratitude n'est pas un fardeau. C'est un honneur. » Il se leva, posant une main sur son épaule. « Quand Tindé se réveillera, je veux qu'il voie la personne qui l'a ramené à la vie. Voulez-vous rester jusque-là » Amira hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, monsieur. » Cette nuit-là, la ville brillait comme un univers différent. Amira était assise près de la fenêtre de la chambre d'amis de l'hôpital que le général avait arrangée pour elle.
Le lit était doux. La pièce sentait la lavande, et les lumières scintillaient dehors comme des étoiles éparpillées sur le sol. Elle avait du mal à croire que c'était réel. La veille encore, elle avait dormi sur du ciment froid sous un hangar qui fuyait. Maintenant, elle était enveloppée dans des draps propres, en sécurité et au chaud. Mais son cœur portait toujours la même humilité tranquille, la même gratitude pour chaque souffle. Elle regarda vers le couloir où le soldat montait la garde à l'extérieur de la chambre du capitaine. Quelque part au-delà de ces portes se trouvait l'homme dont le destin était entré en collision avec le sien. Amira murmura doucement. « Vous ne connaissez même pas encore mon nom. » Une larme coula sur sa joue. Non pas de tristesse, mais d'incrédulité que la gentillesse, la seule chose qu'elle n'avait jamais cessé de donner, ait finalement apporté de la lumière dans son obscurité. Pendant ce temps, plus loin dans le couloir, le général Adéwalé se tenait à côté du lit d'hôpital de son fils, sa main posée sur le bras immobile du soldat. « Réveille-toi vite, Tindé, murmura-t-il. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Quelqu'un qui me rappelle que la bonté existe toujours dans ce monde. » Dehors, la nuit s'épaississait, mais dans le calme de cet hôpital, deux histoires, l'une de privilège, l'autre de pauvreté, avaient déjà commencé à s'entremêler. Et bien qu'Amira ne le sût pas encore, son voyage venait de dépasser la survie. C'était le début du destin. Un nouveau chapitre. La ville s'étendait devant Amira comme un autre monde. Tours étincelantes, trafic incessant, rues vibrant d'énergie. Depuis la banquette arrière de la voiture noire, elle pressa son front contre la fenêtre, regardant l'horizon s'estomper. Il était difficile de croire que quelques jours auparavant, elle ramassait du bois dans son village. Maintenant, elle était conduite vers un endroit qu'elle n'avait vu qu'en rêve, la maison d'un milliardaire. Le général Adéwalé était assis tranquillement à côté d'elle, le téléphone pressé contre son oreille, donnant des instructions d'un ton calme mais autoritaire. Les autres voitures du convoi suivaient de près. Quand ils tournèrent finalement dans une large avenue bordée de palmiers, Amira retint son souffle. Une porte de fer massive s'ouvrit devant eux. Au-delà, se dressait un manoir, moderne, grandiose, et brillant sous le soleil de l'après-midi. Les murs de marbre luisaient de blanc, et des fontaines dansaient dans la cour avant. Chaque coin semblait touché par la richesse. Les mains d'Amira se resserrèrent sur sa ceinture de sécurité. Elle n'avait jamais imaginé un tel endroit. Quand la voiture s'arrêta, un homme en uniforme lui ouvrit la porte. Elle sortit avec précaution, ses pieds s'enfonçant dans le gravier doux. Des serviteurs se tenaient en ligne soignée près des marches, attendant l'arrivée du général. « Bienvenue à la maison, monsieur », saluèrent-ils à l'unisson. Le général hocha la tête et fit un geste vers Amira. « Cette jeune femme va rester avec nous. Préparez l'une des maisons d'amis pour elle et assurez-vous qu'elle a tout ce dont elle a besoin. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Certains sourirent poliment, d'autres semblèrent surpris. Amira sentit son visage rougir. Ses vêtements déchirés et ses pantoufles usées semblaient terriblement déplacés ici. « Merci, monsieur », murmura-t-elle, baissant les yeux. « Ne me remerciez pas », dit gentiment le général. « Vous l'avez mérité. » Il se dirigea vers le manoir, entouré d'aide. Amira suivit l'une des femmes de chambre par un chemin magnifiquement aménagé qui menait à une maison plus petite à côté du bâtiment principal. Quand la femme de chambre ouvrit la porte, Amira halta. La maison d'amis était plus grande que n'importe quelle maison qu'elle ait jamais connue. Il y avait un lit recouvert de draps blancs et nets, un miroir encadré d'or, et une salle de bain qui sentait la rose. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur ce bouton », dit la femme de chambre avant de partir. Quand la porte se referma, le silence emplit la pièce. Amira resta là un long moment, incertaine de ce qu'il fallait faire. Elle toucha le tissu doux des rideaux, la surface lisse de la table, les robinets brillants de la salle de bain. Tout semblait irréel. Elle s'assit lentement sur le lit, craignant qu'il ne disparaisse si elle bougeait trop vite. Puis, submergée par l'épuisement et l'incrédulité, elle s'allongea et pleura doucement. Des larmes de confusion, de gratitude et de peur se mélangèrent. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda la pièce. Amira se réveilla au son des oiseaux devant la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi sans frissonner. On frappa doucement à la porte. C'était l'une des femmes de ménage qui apportait le petit déjeuner sur un plateau d'argent. Pain frais, fruits et lait chaud. Pour moi ? Demanda Amira, surprise. Oui, madame, sourit la femme. Ordre du général. Amira pouvait à peine manger. Elle se sentait toujours comme une étrangère qui n'appartenait pas à cet endroit. Mais au fil de la journée, elle trouva de petites façons d'aider. Balayer le chemin d'entrée, arroser les plantes, plier les serviettes dans la cuisine. C'était étrange d'être servie au lieu de servir.
Plus tard cet après-midi-là, un chauffeur l'approcha. Le général demande votre présence à l'hôpital, mademoiselle. Son cœur fit un bond. Tindé. La suite de l'hôpital ne ressemblait en rien à la clinique du village. C'était calme, poli et lumineux. Des machines bourdonnaient doucement autour du lit où le capitaine Tindé gisait, toujours en convalescence. Quand Amira entra, le général sourit légèrement. Il est réveillé maintenant. Amira se figea. Il l'est? Oui, venez. Le général la conduisit au chevet. Les yeux de Tindé étaient ouverts, des yeux marron chauds, alertes, mais fatigués. Il tourna lentement la tête vers elle. C'est vous qui m'avez tiré de là, dit-il faiblement. Amira hocha la tête, le cœur battant. Vous étiez dans le feu. Je ne pouvais pas vous laisser. Un léger sourire effleura le coin de ses lèvres. Merci. Elle rougit. Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. Il ricana doucement. Alors dites-moi au moins votre nom. Amira. Amira, répéta-t-il comme pour tester le son. C'est un beau nom. Le général s'éclaircit la gorge. Vous avez besoin de repos, mon fils. Tindé hocha la tête mais garda les yeux sur elle. Je me reposerai, dit-il, mais seulement si elle promet de revenir demain. Le général sourit légèrement à leur échange. C'était réglé. Pour la première fois, Amira sourit en retour. L'ombre de la jalousie. Les jours se transformèrent en semaines. L'état de Tindé s'améliorait régulièrement. Il demandait des livres, de la musique et des histoires pour passer le temps. Et d'une manière ou d'une autre, Amira devint une partie de chaque routine. Elle lisait pour lui, ajustait son oreiller ou restait assise tranquillement pendant qu'il parlait de son temps dans l'armée de l'air. Elle écoutait avec fascination. Le monde qu'il décrivait, voler à travers les nuages, défendre des vies, effectuer des missions, était si loin des routes poussiéreuses qu'elle avait connues. Un soir, alors qu'elle était sur le point de partir, Tindé dit « Vous ne parlez pas beaucoup de vous. » Elle hésita. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. »« Je ne crois pas ça, » dit-il. « Une fille qui court dans le feu doit avoir une histoire. » Amira sourit timidement. « Peut-être qu'un jour je vous la raconterai. » Lorsque Tindé fut autorisé à sortir et retourna au manoir, la maison s'anima à nouveau. Le personnel applaudit doucement. Le général parut plus jeune de soulagement, et Amira se retrouva prise entre la joie et la nervosité. Un après-midi, elle portait un plateau de thé dans le couloir. Alors qu'elle tournait le coin vers le bureau, quelqu'un se plaça sur son chemin. C'était Kelvin Adewale, le demi-frère aîné de Tindé. Il était grand, impeccablement vêtu, et avait les mêmes traits ciselés que son père, mais ses yeux étaient plus froids. « Alors, vous êtes la fameuse villageoise » dit-il avec un sourire narquois. Amira cligna des yeux. « Celle qui a sauvé la vie de notre héros » continua-t-il, tournant autour d'elle comme s'il inspectait quelque chose de fragile. « Père vous donne une maison, un emploi, probablement ses bénédictions aussi. Toute une réussite pour quelqu'un qui est venu de nulle part. » Amira sentit sa poitrine se serrer. « Je n'ai rien demandé de tout cela, monsieur. Je voulais seulement aider. » Il se pencha plus près. « Alors rappelez-vous que vous pouvez vivre ici, mais vous ne ferez jamais partie de nous. Sachez quelle est votre place. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se retourna et s'éloigna, la laissant tremblante dans le couloir. Cette nuit-là, elle s'assit près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté son village, le doute s'insinua. Peut-être qu'elle n'appartenait pas à cet endroit après tout. Mais ensuite, elle se souvint du son du rire de Tindé. La gentillesse du général, la promesse qu'elle s'était faite sous le ciel en feu. Ne jamais fuir ce qui est juste, murmura-t-elle dans l'obscurité. Je ne suis pas venue ici pour le confort. Je suis venue ici parce que quelqu'un avait besoin de moi. Le lendemain matin, elle se rendit au siège de l'entreprise. Le général lui avait offert un petit emploi de réceptionniste. Ce n'était pas glamour, mais cela lui donnait un but. Le bureau était plein de verres polis, d'ordinateurs bourdonnants et de personnes en costumes impeccables. La plupart étaient amicaux, l'accueillant chaleureusement, mais chaque fois qu'elle passait devant le bureau de Kelvin, elle sentait ses yeux sur elle, froids et calculateurs. Dans les semaines qui suivirent, Tindé commença également à visiter l'entreprise, recouvrant ses forces et renouant avec le personnel. Il s'arrêtait souvent à son bureau, la taquinant gentiment ou lui demandant de l'aide pour des formalités administratives. « Vous travaillez trop » lui dit-il une fois. « Et vous parlez trop » répondit-elle en souriant. C'est devenu leur blague tranquille, une qui rendait les journées plus légères. Pourtant, le manoir n'était pas toujours paisible.
Amira surprenait parfois des disputes lointaines entre les frères, des voix montant et descendant derrière des portes closes. La tension dans l'air était comme un orage imminent. Mais à travers tout cela, Amira restait stable, humble, gentille et tranquillement forte. Elle ne savait pas que le feu dans lequel elle avait couru des semaines auparavant n'était que le premier de nombreux autres auxquels elle ferait face. Et quelque part au plus profond de ce manoir, entre gratitude et jalousie, amour et ressentiment, une nouvelle histoire commençait à prendre forme. Une histoire qui allait tester le sens de la famille, de la loyauté et du courage d'une fille qui n'avait rien d'autre qu'un cœur plein de lumière. Le prix de la gentillesse. Le premier signe de problème ne fut pas un bruit fort. Ce fut un murmure dans la salle de déjeuner qui flottait entre les tasses de café et les sourires prudents. « L'avez-vous vu » murmura quelqu'un. « Il lui apporte du thé. »« Pas seulement du thé » répondit un autre. Il rit avec elle. Il ne prononçait pas de nom, mais tout le monde savait. Il parlait d'Amira et du capitaine Tindé. Ce n'était pas un scandale. Pas encore. C'était une douce proximité qui s'était développée depuis l'hôpital. La façon dont Tindé la cherchait dans un couloir bondé. La façon dont les épaules d'Amira se détendaient dès qu'il apparaissait. La façon dont il partageait des histoires comme s'il construisait un pont avec des mots. Le général le remarqua. Et bien qu'il ne dise rien, ses yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il les voyait ensemble. Quelqu'un d'autre le remarqua aussi. Vanessa. Elle arriva à l'entreprise un après-midi ensoleillé, ses talons claquant contre le marbre, un bouquet de roses blanches dans une main et de la détermination dans l'autre. Vanessa était la petite amie de Tindé bien avant l'accident. Elle était belle d'une manière tranchante et étudiée, chaque cheveu à sa place, chaque sourire calculé. Elle savait comment entrer dans une pièce et faire changer l'air à sa température. Elle se dirigea directement vers le bureau de la réceptionniste. Amira se tenait là, triant le courrier, ses yeux se levant avec une surprise polie. « Bonjour, je suis ici pour voir le capitaine Tindé », dit Vanessa doucement. « Je suis sa petite amie. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une bannière. Amira hocha la tête. « Il est en réunion en ce moment. Voudriez-vous attendre dans le salon ? Je peux le prévenir. »« J'attendrai ici », dit Vanessa, posant les roses sur le comptoir comme pour s'approprier la surface. Son regard balaya la robe d'Amira, simple et soignée, et le badge doré épinglé soigneusement près de sa clavicule. « Vous êtes la fille du village, n'est-ce pas ? » « Oui, » dit Amira doucement. « L'héroïne, » ajouta Vanessa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme c'est gentil. » Avant qu'Amira ne puisse répondre, une porte s'ouvrit et Tindé sortit avec 2 managers. Il se figea quand il vit Vanessa, puis réussit un sourire doux et surpris. « Vanessa, je ne m'attendais pas à... »« Je voulais te voir, » dit-elle, et elle se leva pour l'embrasser sur la joue. Il l'accepta poliment, comme un homme acceptant une lettre qu'il n'était pas sûr de devoir lire. Ses yeux passèrent devant elle pour se poser sur Amira, et dans ce minuscule regard il y avait à la fois excuse et réconfort. Vanessa le remarqua, son sourire s'amincit. « Pouvons-nous parler en privé ?» demanda-t-elle, fixant toujours Amira. « Bien sûr, » dit Tindé. « Amira, je reviens tout de suite. » Amira hocha la tête, son estomac soudainement noué. Elle essaya de se concentrer sur les papiers devant elle, mais le parfum de Vanessa persistait comme une ligne tracée sur le sol, ici et là, appartenir et ne pas appartenir. 10 minutes plus tard, Vanessa sortit seule. Elle marchait lentement, comme si elle mémorisait l'espace. Puis elle se retourna vers le bureau. « Vous, » dit-elle doucement. « Venez avec moi. Je veux parler. » Amira cligna des yeux. « Je travaille en ce moment. »« Cela ne prendra pas longtemps, » répondit Vanessa, la douceur de son ton glissant vers l'autorité. Elle se retourna et se dirigea vers le couloir arrière, celui qui menait à la salle d'impression près des archives. Amira la suivit parce qu'elle ne voulait pas faire de scène, parce qu'elle voulait être gentille, parce qu'elle croyait que les gens étaient généralement bons jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. À l'intérieur de la salle d'impression, les machines bourdonnaient et le papier chaud glissait en piles soignées. La porte se referma derrière elle. Vanessa se retourna, ses yeux brillants et durs. « Soyons honnêtes, » dit-elle. « Vous avez apprécié l'attention. »« Je ne comprends pas, » répondit Amira, sentant le sol bouger sous ses pieds. « Je travaille seulement ici. J'aide quand je peux. »« Vous aider ?» répéta Vanessa avec un rire court et sec. « C'est comme ça qu'on appelle ça ? Vous vous asseyez près de lui. Vous souriez. Vous lisez pour lui. Vous lui faites oublier ce qui compte. » Amira déglutit. Il souffrait. Il avait besoin d'un ami. Et vous avez décidé que vous étiez la bonne amie.
Amira fixa le sol carrelé. Je n'ai rien décidé. Il a été gentil avec moi. Vanessa s'approcha. Écoutez-moi attentivement. Des gens comme vous. Elle fit une pause, laissant les mots s'aiguiser. Des gens qui apparaissent de nulle part et sont soudainement partout. Ils veulent toujours plus que ce qu'on leur donne. Mais c'est ma vie, ma place, mon avenir. Comprenez-vous? Les machines continuaient de fonctionner. Quelque part dans le couloir, un téléphone sonna et sonna. Amira leva le menton. Sa voix était calme quand elle parla, stable d'une manière qui n'était pas de la défiance, juste la vérité. Je n'ai pas demandé de maison, dit-elle. Je n'ai pas demandé d'emploi. Je n'ai pas demandé son amitié. J'ai trouvé un homme dans un champ en feu et j'ai choisi de ne pas le laisser. C'est toute l'histoire. La main de Vanessa bougea plus vite que la pensée. Le son de la gifle fendit la pièce. Net, soudain, choquant. La chaleur s'épanouit sur la joue d'Amira. Des larmes jaillirent de ses yeux sous la seule piqûre. Restez loin de lui, murmura Vanessa. Ou je vous promets que vous le regretterez. La porte s'ouvrit. Un membre subalterne du personnel se figea dans l'embrasure, les yeux écarquillés, puis se retira comme s'il avait vu un fantôme. La porte se referma à nouveau. Les machines continuaient d'imprimer ligne par ligne, comme si rien ne s'était passé. Amira toucha sa joue, son cœur rugissant dans ses oreilles. Elle voulait être courageuse. Elle voulait être silencieuse, mais quelque chose trembla en elle. Quelque chose qui avait été endormi pendant des années et qui maintenant se redressait et parlait. Non, dit-elle. Vanessa cligna des yeux. Non, répéta Amira, la voix tremblante mais claire. Je ne resterai pas loin de quelqu'un qui me traite avec gentillesse. Je ne ferai pas semblant d'avoir fait quelque chose de mal quand ce n'est pas le cas. Je ne quitterai pas mon travail. Je ne mentirai pas sur ce qui s'est passé dans cette pièce. Pendant une seconde, Vanessa parut surprise, comme si elle avait poussé une porte s'attendant à une pièce vide et avait trouvé une personne debout là. Puis ses lèvres se courbèrent en un sourire tendu. Nous verrons, dit-elle doucement, et elle s'éloigna du pas comme si elle possédait les couloirs. Amira resta où elle était, retenant ses larmes. Elle inspira, expira, et redressa les papiers près de l'imprimante avec la dignité prudente de quelqu'un qui refuse de se briser. Elle ne dit rien à personne. Pas tout de suite. Elle se lava le visage dans les toilettes, refroidit sa joue brûlante avec de l'eau, et retourna à son bureau. Mais quelqu'un informa Tindé. 1 heure plus tard, il apparut à son poste, les yeux balayant son visage comme des projecteurs. Que s'est-il passé? Demanda-t-il, sa voix était basse, contrôlée, trop contrôlée. Rien, dit Amira. Tout va bien. Elle vous a fait du mal? Demanda-t-il, un fil se cassant dans son calme. Amira hésita. Elle ne voulait pas de guerre. Elle ne voulait pas être l'allumette. Mais la vérité était un poids qui ne faisait que s'alourdir si vous refusiez de le porter. Elle m'a giflé, murmura-t-elle. Je vais bien. La couleur monta à son visage. Colère, puis douleur, puis une détermination inébranlable. Oh, une profonde déception qui n'avait rien à voir avec Amira, et tout avec la personne qu'il pensait connaître. Je vais chez elle, dit Tindé. S'il te plaît, je ne vais pas me battre, dit-il en secouant la tête. Je vais mettre fin à ça. Il partit avant que quiconque ne puisse l'arrêter. La ville paraissait différente quand on était en colère. Les lumières s'aiguisaient. Les coins semblaient plus proches. La route semblait faite de décisions qu'il aurait dû prendre des mois auparavant. Tindé se gara devant l'immeuble de Vanessa et monta les escaliers 4 à 4. Sa clé fonctionnait toujours. Cela lui parut un mensonge. À l'intérieur, le salon sentait la cire de bougies et le parfum coûteux. Une chemise d'homme, qui n'était pas la sienne, était pliée sur le dossier du canapé. Une ceinture, qui n'était pas la sienne, pendait de l'accoudoir comme une confession négligente. Il resta très immobile. Le silence disait tout. Vanessa, appelait-il, bien qu'il sût déjà. Sa voix vint de la chambre. Un rire enveloppé d'un secret. Il attrapa la poignée, ouvrit la porte et regarda le dernier fil de déni se rompre. Kelvin leva les yeux le premier. Pendant un battement de cœur, le monde retint son souffle. Puis Kelvin jura et tira le drap jusqu'à sa taille. Vanessa se redressa brusquement, la couleur s'échappant de son visage. Tindé, ce n'est pas. Ne dis rien, dit-il, et il n'éleva pas la voix. S'il te plaît, ne me force pas à entendre une histoire que je devrais oublier. Tindé. Commença Kelvin. Écoute. Mais Tindé ne regardait plus Kelvin. Il regardait la fenêtre,
le sol, la façon dont la lumière du soleil touchait le bord d'une chaise. Il regardait partout sauf leur visage, parce que son cœur ne pouvait se briser qu'une seule fois s'il le permettait. Et il refusait de le laisser se briser 2 fois. C'est fini, dit-il à Vanessa. Et les mots étaient doux d'une manière qui les rendait définitifs. Quoi que nous ayons été, nous ne le sommes plus. Tu as frappé une femme qui m'a sauvé la vie. Et tu m'as menti tout en me demandant ma confiance. Je te souhaite bonne chance. C'est tout. Vanessa tendit la main vers lui. Tindé, s'il te plaît. Il recula. Non. Il se tourna vers Kelvin en dernier. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, dit-il doucement. Que tu aies fait cela, ou que je ne sois pas surpris. La mâchoire de Kelvin se serra. Depuis quand as-tu le droit de me juger? Depuis que tu as choisi la seule personne que tu savais qui me blesserait le plus profondément, répondit Tindé. Je te verrai à la maison. Il sortit. Il ne claqua pas la porte. Il n'en avait pas besoin. Le silence le fit pour lui. Au manoir, le général était dans son bureau, examinant des papiers qu'il ne lisait pas. Il leva les yeux lorsque Tindé entra et lut la vérité sur le visage de son fils comme un titre de journal. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Tindé lui raconta tout, sans rien épargner. Quand il eut fini, le général resta très immobile. Il avait passé une vie à apprendre à garder les tempêtes hors de sa voix. Celle-ci s'était glissée malgré tout. Appelez Kelvin, dit-il à l'aide à l'extérieur. Maintenant. Kelvin arriva avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais payé le prix fort pour une erreur. Il s'adossa à l'encadrement de la porte, les mains dans les poches, faisant semblant de ne pas avoir été trouvé au milieu d'un feu qu'il avait lui-même allumé. Vous vouliez me voir, père? Le général se leva. Il ne cria pas. Il n'avait pas besoin de volume. Il avait de la gravité. Dis-moi, dit-il, pourquoi tu trahirais ton frère de la manière la plus vile qu'un homme puisse choisir? Kelvin rit une fois, un son court et cassant. Épargnez-moi ça. Vous le préparez à me remplacer depuis des années. Fils parfait, soldat parfait, histoire parfaite. Peut-être que je voulais quelque chose qui soit à moi. Quelque chose ou quelqu'un? Demanda le général. Est-ce que ça compte? Répliqua sèchement Kelvin. Il obtient tout. J'ai pris une seule chose. Le visage du général changea. La douleur d'abord, puis la lente déception d'un père qui réalise que l'amour n'a pas enseigné aussi bien que l'orgueil. Tu as pris une personne, dit-il, pas un trophée, pas une punition. Une personne avec un cœur que tu n'as pas pris la peine de considérer, et tu l'as utilisé pour blesser ton frère. Il marqua une pause. Cette maison n'est pas un champ de bataille. Tu ne la transformeras pas en un. Les yeux de Kelvin brillèrent. Vous prenez toujours son parti. Je prends le parti de la décence, répondit le général. Si tu ne peux pas te tenir là avec moi, tu te tiendras seul. Kelvin détourna le regard. Mâchoire serrée assez fort pour faire mal. Il ne s'excusa pas. Il ne se battit pas. Il resta simplement silencieux, ce qui, dans cette pièce, était une confession en soi. Laisse-nous, dit enfin le général, l'épuisement tirant sur ses épaules. Kelvin partit. Le bureau redevint silencieux. Le général posa une main sur l'épaule de Tindé. Je suis désolé. C'est fait, répondit Tindé. Sa voix était stable maintenant, comme un pont reconstruit avec des poutres plus solides. Je vais voir comment va Amira. Le général hocha la tête. Fais-le. Amira était assise sur les marches de la maison d'amis. Le soir enveloppait le jardin d'un bleu doux. Elle s'était dit de ne pas attendre et avait attendu quand même. Quand Tindé apparut, elle se leva rapidement. Je suis désolée, commença-t-elle. Je ne voulais pas. Tu ne me dois aucune excuse, dit-il. Ni pour avoir dit la vérité, ni pour exister. Son regard se posa sur la légère marque sur sa joue. Est-ce que ça fait toujours mal? Un peu, admit elle. Il prit une inspiration, et l'excuse qu'il ne pouvait donner pour la main d'une autre personne se transforma en autre chose. Une promesse. Ça s'arrête maintenant, dit-il doucement. Quoi que ce soit qui essaie de nous séparer, mensonge, jalousie, histoire. Nous ne lui donnerons pas la permission. Ses yeux lui piquèrent. Non pas de douleur cette fois, mais du soulagement d'être cru. D'accord, murmura-t-elle. Ils s'assirent ensemble dans le silence qui suit les orages. Les grillons chantaient. Une fontaine murmurait. Quelque part à l'intérieur du manoir, un père essayait de se souvenir du temps où élever des fils semblait simple. Amira regarda le profil de Tindé. Le combattant qui était tombé du ciel.
L'homme qui avait appris la douceur sur le sol. Elle sentit une certitude tranquille s'installer en elle. Pas une certitude de conte de fées, pas celle qui promet que la vie sera facile, mais celle qui promet que vous ne la traverserez pas seul. Au-delà des haies et des fenêtres polies, la jalousie aiguisait ses couteaux dans l'obscurité. Mais pendant un moment tendre, la nuit ne les contenait qu'eux. Deux personnes qui avaient déjà traversé le feu, apprenant à se tenir dans la lumière sans sourciller. Et si quelqu'un avait regardé de près depuis le chemin, il l'aurait vu. Le commencement d'un amour qui ne serait pas réduit au silence par l'intimidation. La lumière du matin se déversa dans le manoir comme de l'or liquide, transformant les sols de marbre en miroirs silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait en paix. La tempête de la trahison était passée, mais ses échos vivaient encore dans les coins de chaque pièce. Amira se réveilla tôt ce jour-là, le son des oiseaux emplissant le jardin devant sa maison d'amis. L'air sentait le frais après la pluie de la nuit. Elle se tenait près de la fenêtre, se brossant les cheveux et pensant à tout ce qui s'était passé. La gifle, la confrontation, le chagrin que Tindé avait affronté. Son reflet était différent maintenant. Il y avait toujours la même jeune femme du village qui la regardait, mais quelque chose de nouveau persistait derrière ses yeux. Une force tranquille. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne si tôt. Pourtant, avant le petit déjeuner, elle entendit frapper à la porte. Quand elle ouvrit, Tindé se tenait là, vêtu de manière décontractée d'un jean et d'une chemise blanche. Il avait l'air fatigué mais plus doux d'une certaine manière, comme si la colère qui avait brûlé en lui s'était transformée en clarté. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Amira hocha la tête. « Bien sûr. » Il entra, jetant un coup d'œil à l'espace petit et confortable qu'elle appelait sa maison. « J'avais besoin de te voir, » dit-il. « J'avais besoin de te remercier encore. D'être restée, d'être courageuse quand tout le reste s'écroulait. » Amira sourit faiblement. « Vous n'avez pas à me remercier, capitaine. »« Tindé » corrigea-t-il gentiment. « Juste Tindé. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Tindé. » Le nom lui parut étrange sur la langue. Trop intime. Trop réel. Ils s'assirent ensemble à la petite table en bois. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était plein de mots qu'aucun des deux ne pouvait encore dire. Finalement, Tindé le rompit. « Quand je me suis réveillé pour la première fois à l'hôpital, dit-il, j'ai cru que tout ce que j'avais construit s'était évanoui. Le ciel, ma carrière, même mon but. Mais ensuite je t'ai rencontré. Tu étais ce rappel que le monde a toujours des gens qui courent vers le danger au lieu de le fuir. » Amira baissa les yeux, les joues chaudes. « Je ne l'ai pas fait pour être reconnu. »« Je sais, » dit-il doucement. « C'est ce qui donne plus de sens. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant fugace, le temps sembla immobile. Il y avait une gravité dans ce silence, douce, magnétique, indéniable. Les jours passèrent, leur amitié se transforma en quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Ils passaient de longs après-midi à marcher dans le jardin, parlant de rêves et de peurs. Amira lui raconta sa vie au village. Comment elle avait perdu ses parents jeunes, comment elle avait appris à survivre avec peu. Tindé écoutait tranquillement, son cœur se serrant à chaque détail. « Tu méritais plus, » dit-il un soir. Elle sourit tristement. « Peut-être, mais peut-être que je devais tout perdre pour trouver les bonnes choses. » Il la regarda longuement avant de dire « Tu parles comme quelqu'un qui a le double de ton âge. » J'ai dû grandir plus vite que la plupart des gens. Leur rire suivit, doux et réel, flottant à travers le jardin comme de la musique. Parfois, Tindé la conduisait à l'entreprise et la ramenait, disant que c'était plus sûr. Le personnel commença à le remarquer. Les murmures reprirent. Mais cette fois, Amira ne broncha pas. Elle savait ce qui était vrai, et cela suffisait. Un samedi après-midi, le général revint d'un voyage d'affaires. Il les trouva dans le salon, riant autour d'un vieil album photo de l'enfance de Tindé. « À quoi conspirez-vous tous les deux » demanda le général, souriant en posant sa mallette. « Les coiffures embarrassantes de votre fils, » dit Amira sans réfléchir, puis se couvrit rapidement la bouche. Le général rit. Un son profond et sincère qu'Amira n'avait jamais entendu de lui auparavant. Ah, enfin quelqu'un d'assez courageux pour lui dire. Tindé gémit. « Vous êtes censé me défendre, papa. »« Pas quand elle a raison, » répondit le général, riant toujours. Puis son expression s'adoucit en les regardant tous les deux. C'est bon d'entendre à nouveau des rires dans cette maison. Amira rougit et détourna le regard. Elle ne vit pas le sourire complice qui passa entre le père et le fils. Mais la paix ne dure jamais longtemps là où l'envie a vécu. Une semaine plus tard,
Alors qu'Amira et Tindé déjeunaient dans un petit restaurant près du parc de la ville, l'atmosphère changea. Tindé était au milieu d'une phrase quand il se figea, ses yeux se fixant sur quelqu'un derrière elle. Amira se retourna. Vanessa se tenait là. Ses cheveux étaient lisses, sa posture impeccable, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, personne ne parla. Le bourdonnement du restaurant s'estompa jusqu'à ce qu'ils aient l'impression d'être les 3 seules personnes au monde. Tindé, dit Vanessa doucement. Pouvons-nous parler? Il n'y a plus rien à dire, répondit-il, son ton calme mais ferme. Les yeux de Vanessa se tournèrent vers Amira. Alors, c'est pour ça, n'est-ce pas? Tu m'as remplacé par elle. Ne fais pas ça, dit Tindé. Ne fais pas quoi? Demanda-t-elle, la voix montant. Prétends que tout est question de morale et de loyauté. Tu as toujours eu besoin de sauver quelqu'un. Ça te fait juste sentir puissant. Assez, dit Tindé sèchement. Des gens commençaient à jeter des regards dans leur direction. Amira se déplaça inconfortablement. Peut-être que je devrais. Non, interrompit Tindé. Tu n'as pas à partir. Vanessa rit amèrement. Bien sûr, tu vas la protéger maintenant. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas, capitaine? Toujours le héros. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Des larmes remplirent ses yeux, mais ce n'était pas celle qui venait du chagrin. Elle venait de l'humiliation. Elle se retourna brusquement et partit, la porte claquant derrière elle. Le restaurant se tut un instant avant que le monde ne reprenne. Amira exhala avec difficulté. C'était horrible. Je suis désolée que tu aies dû voir ça, dit Tindé. Elle souffre, dit Amira doucement. Il la regarda surpris. Tu la défends? Je dis, murmura Amira, que la douleur n'excuse pas la cruauté, mais elle l'explique souvent. Tindé sourit faiblement. Tu trouves toujours de la compassion, même quand on t'a fait du tort. Elle haussa les épaules. C'est la seule chose qui m'ait jamais sauvée. Il tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Tu sauves tout le monde, Amira. Même moi. Son cœur palpita. Sa main était chaude, stable, réelle. Pendant un moment, ils restèrent simplement assis là. 2 âmes qui s'étaient rencontrées par le destin et apprenaient maintenant tranquillement à guérir ensemble. La déclaration et l'ombre. De retour au manoir, le général les observait à distance. Une expression pensive dans ses yeux. Il pouvait voir ce qui se passait. Il l'avait vu bien avant eux. Plus tard ce soir-là, il appela Tindé dans son bureau. Mon fils, commença-t-il prudemment. J'ai remarqué à quel point Amira et toi êtes devenus proches. Tindé ne le nia pas, elle est importante pour moi. Je sais, dit son père. Et je suis content qu'elle soit là. Elle a ramené la lumière dans cette maison. Mais souviens-toi, les gens en dehors de cette famille ne la verront pas comme nous. Ils vont parler. Je me fiche de ce qu'ils disent, répondit Tindé. Elle est plus honnête que quiconque j'ai jamais rencontré. Si le monde ne peut pas voir ça, c'est leur cécité, pas la mienne. Le général sourit faiblement. Alors je suppose que la seule question qui reste est « Que vois-tu, Tindé ?» Tindé regarda par la fenêtre où la silhouette d'Amira se déplaçait près de la fontaine du jardin. « Je vois la femme qui m'a rappelé ce que la vie signifie, » dit-il doucement. « Et je ne la laisserai pas partir. » Le sourire du général s'accentua, tranquille et fier. « Alors traite-la avec le respect que cette vérité mérite. » Cette nuit-là, Amira se tenait dehors près de la fontaine, celle-là même où elle et Tindé parlaient souvent. L'air sentait la pluie et les roses. Elle entendit des pas et se tourna. Tindé marchait vers elle, quelque chose de déterminé dans ses yeux. « Amira, » dit-il doucement, s'arrêtant juste devant elle. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de dire. » Elle attendit, le cœur battant. « Quand j'ai eu cet accident, j'ai cru que c'était la fin. Mais peut-être que c'était le commencement, parce que ça t'a amené à moi. Tu me rappelles ce que ça veut dire d'être en vie. Ce que ça veut dire de se soucier de quelque chose de réel. » Le souffle d'Amira se coupa. « Tindé. » Il prit ses mains. Sa voix était basse mais stable. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais juste que je ne veux pas y faire face sans toi. » Le monde sembla s'évanouir. Le manoir, la ville, le passé. Il n'y avait que le son de la fontaine et le battement tranquille de son cœur. Puis il se pencha lentement, lui donnant de l'espace pour reculer. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, tendrement, comme 2 promesses se trouvant l'une l'autre pour la première fois. Quand ils se séparèrent, elle murmura « C'était parfait ». Il sourit. Pour la première fois depuis l'accident, depuis l'incendie,
Depuis tout, Amira se sentit vraiment en sécurité. Mais l'amour ne grandit pas inaperçu. Quelque part dans l'ombre de cette grande maison, quelqu'un regardait par une fenêtre, les yeux froids, le cœur agité, car la paix dans le manoir Adéwalé n'était jamais destinée à durer. Et tandis qu'Amira et Tindé marchaient main dans la main sous le clair de lune, aucun d'eux ne vit l'orage se rassembler tranquillement derrière la vitre. La nuit était lourde de calme, le genre de calme qui semble presque faux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le manoir Adéwalé brillait doucement sous le clair de lune. De l'extérieur, il semblait paisible, mais à l'intérieur, tout le monde ne dormait pas. Amira était assise à son petit bureau, terminant les derniers documents qu'elle avait ramenés du travail. L'entreprise s'était développée rapidement, et elle s'était portée volontaire pour aider avec quelques rapports. Cela la faisait se sentir utile, partie de quelque chose de plus grand. Elle sourit en pensant à la veille. Comment Tindé l'avait embrassée près de la fontaine. Comment sa main avait légèrement tremblé. Comment son cœur s'était envolé. Pour la première fois, l'amour ne se sentait pas comme une histoire racontée aux autres. Cela lui semblait être la sienne. Mais même l'amour, apprendrait-elle bientôt, ne peut pas voir ce qui se cache derrière les portes closes. Plus loin dans le couloir, Kelvin Adéwalé se tenait dans son bureau, fixant les lumières de la ville au-delà des hautes fenêtres. Son reflet le fixait en retour. Tranchant, amer, méconnaissable. Autrefois, il était fier de son nom de famille. Autrefois, il croyait qu'il hériterait de tout ce que son père avait construit. Mais ensuite Tindé est arrivé. Le fils parfait, le fils en or, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Et maintenant, pensa-t-il sombrement, celui qui m'a même pris l'amour. Un coup frappa à sa porte, interrompant ses pensées. « Entrez », dit-il platement. La porte s'ouvrit et Vanessa entra, vêtue d'un manteau noir et d'un air d'épuisement qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu ne devrais pas être ici », marmonna Kelvin. « Je n'avais nulle part où aller », répondit-elle, fermant la porte derrière elle. « Tu penses que quelqu'un d'autre voudrait être vu avec la femme qui a trompé un héros national ?» Kelvin se détourna, la mâchoire serrée. « Tu as fait tes choix. »« Toi aussi », dit Vanessa amèrement. « Nous l'avons tous les deux perdu. » Il y eut un long silence. Le genre de silence qui engendre les idées noires. Puis Vanessa parla à nouveau, sa voix plus froide. « Est-ce que tu penses parfois à cet accident ?» Kelvin se raidit. « Quoi à propos de ça ?»« Ce n'était pas un accident, » dit-elle doucement. « Tu me l'as dit cette nuit-là, tu te souviens ? Tu as dit que tu avais un plan pour en finir avec lui, mais ça n'a pas marché. Il a vécu. » Kelvin se tourna brusquement. « Je t'ai dit d'oublier ça. » Vanessa sourit d'un air narquois. « Tu penses que je peux oublier la nuit où tu m'as dit que tu avais trafiqué les commandes du jet avant son dernier vol d'entraînement ? Tu as dit qu'il cesserait enfin d'être le favori de ton père. »« Tais-toi, » siffla-t-il. Mais Vanessa ne s'arrêta pas, maintenant il est vivant. Il est aimé. Et il est sur le point d'épouser cette petite sainte de la rue. Tout ce que tu voulais voir disparaître n'a fait que se renforcer. La respiration de Kelvin s'accéléra. « J'ai dit d'arrêter. »« Ou quoi ?» ricana-t-elle. « Tu feras quelque chose de pire cette fois ?» La question resta suspendue, le défiant de répondre. Et dans le bourdonnement tranquille du climatiseur, quelque chose se brisa chez Kelvin. « Cette fois, » dit-il lentement, « nous nous assurons que ça fonctionne. » Vanessa cligna des yeux. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Tu l'as dit toi-même, » répondit Kelvin. « Il a tout pris. Le respect de mon père, mon avenir, et maintenant elle. Tu penses qu'elle est avec lui par amour ? Non, c'est une survivante. Elle a trouvé l'homme le plus riche de la pièce et s'est accrochée. C'est le genre de personne qu'elle est. » « Ce n'est pas vrai, » marmonna Vanessa, bien que sa voix vacilla. « Ne te leurre pas, » dit-il. Elle l'utilise pour échapper à son passé. Tout comme tu m'as utilisé pour remonter la pente après qu'il t'ait largué. Nous ne sommes pas si différents, Vanessa. Nous devons juste nettoyer le gâchis que nous avons fait. Son silence fut long. Le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Puis elle murmura, « Qu'est-ce que tu suggères ?» Kelvin se pencha plus près. « La même chose que nous avons commencé. Seulement cette fois, nous n'échouons pas. La fuite et la confrontation. » Il était presque minuit. Le bâtiment était silencieux. Les nettoyeurs étaient partis. Les lumières tamisées en une douce lueur dorée. Amira, toujours dans son petit bureau de l'autre côté du couloir, s'étira et se leva pour partir. Elle était sur le point d'éteindre la lumière lorsqu'elle entendit de faibles voix provenant du bureau de Kelvin. Son cœur rata un battement.
Elle ne voulait pas s'immiscer, mais quelque chose dans le ton aigu, secret, la fit s'arrêter. Elle s'approcha, pressant légèrement son oreille contre la porte. « Nous ne pouvons pas risquer un autre échec public, » disait Kelvin. Vanessa répondit. « Comment ? Nous ne pouvons plus l'approcher maintenant. La sécurité est trop stricte. »« Alors nous l'utilisons, » dit froidement Kelvin. Amira se figea. « Elle est toujours près de lui, » continua Kelvin. « Si nous nous débarrassons d'elle, il sera distrait. Nous trouverons notre chance. » Vanessa hésita. « Et si quelqu'un le découvre ? » « Personne ne le fera, » dit-il. « Elle n'a même pas sa place ici. Personne ne posera trop de questions lorsque la pauvre villageoise disparaîtra. » L'estomac d'Amira se retourna. L'air autour d'elle sembla s'évanouir. Son esprit s'emballa. Ils ont planifié l'accident. Ils ont essayé de tuer Tindé. Et maintenant, ils s'en prennent à moi. Son pied effleura le pied d'une poubelle. Elle bascula, cliquetant bruyamment sur le sol. À l'intérieur du bureau, les voix s'arrêtèrent. La chaise de Kelvin se racla en arrière. Qu'est-ce que c'était ? Le souffle d'Amira se coupa. Elle se retourna et courut, ses chaussures résonnant sur le marbre. La porte s'ouvrit en grand derrière elle. « Arrête !» cria Kelvin. Elle sprinta dans le couloir, son pouls tambourinant. Elle essaya l'ascenseur. C'était trop lent. Elle courut vers la cage d'escalier, mais à mi-chemin, des mains fortes l'attrapèrent par derrière. La voix de Kelvin était basse et furieuse. « Tu n'aurais pas dû entendre ça. »« Lâche-moi » cria-t-elle, se débattant. Vanessa apparut au bas des escaliers, le visage pâle. « Kelvin, ne fais pas. » « Elle sait tout » claqua-t-il. « Si elle parle, c'est fini pour nous. » Amira donna des coups de pied, appelant à l'aide. Mais Kelvin lui plaqua une main sur la bouche et la traîna par la porte de derrière jusqu'au parking. L'air nocturne était vif contre sa peau. Une voiture noire attendait à proximité. Il la poussa sur la banquette arrière, tandis que Vanessa hésitait près de la porte. « S'il vous plaît, » murmura Amira. « Vous n'avez pas à faire ça. » Les yeux de Vanessa se déplaçaient entre eux. « Kelvin, peut-être que nous devrions juste. »« Monte dans la voiture. » aboya-t-il. Et elle obéit. La ville s'estompa en traînées de lumière et d'ombre pendant qu'il roulait. Les poignets d'Amira tremblaient contre la ceinture de sécurité qui lui coupait la peau. Son esprit s'emballa. Tindé. Il va venir. Il le faut. Ils atteignirent la périphérie de la ville. Une route solitaire bordée d'arbres, le ciel profond et sans lune. La voiture s'arrêta près d'une clairière. Kelvin éteignit les phares. « Ça se termine ici, » dit-il. La voix d'Amira se brisa. « Tu vas ruiner ta vie. » Il sourit sans chaleur. Elle a été ruinée le jour de sa naissance. Il ouvrit sa porte et sortit. Vanessa le suivit, tremblante. « Kelvin, s'il te plaît, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas toi. » Il rit. « Tu n'as jamais su qui j'étais. » Amira vit sa chance. Elle ouvrit la portière et courut. Les branches lui égratignèrent les bras, sa respiration se déchirant. Derrière elle, Kelvin criait et la poursuivait. Elle trébucha sur la route, ses genoux éraflant le gravier. Des phares s'allumèrent au loin. Une autre voiture arrivait vite. Pendant un moment, elle pensa que c'était de la chance. Puis elle réalisa que ce n'était pas de la chance. C'était Tindé. Il avait su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où elle n'avait pas répondu à son téléphone. Amira n'ignorait jamais ses messages. Quand il vérifia sa localisation via l'application qu'elle lui avait montrée une fois, le point clignota à la limite de la ville, et maintenant elle était là, au milieu de la route, terrifiée, courant pour sa vie. Tindé freina brusquement, sauta dehors et sprinta vers elle. « Amira !» Elle se retourna, le soulagement inondant son visage. « Tindé, ils ont essayé. » Kelvin apparut derrière elle, la rage tordant ses traits. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » Tindé s'avança, les poings serrés. « Tu as essayé de me tuer, et maintenant elle. Tu es mon frère, Kelvin. »« Tu n'es pas mon frère, » cria Kelvin, sortant un pistolet de son manteau. Le monde sembla se figer. « Ne fais pas ça, » dit Tindé, la voix basse. « Tu peux encore t'arrêter. » Les mains de Kelvin tremblaient. « Tu as tout pris. » Avant qu'il ne puisse tirer, Tindé s'élança, écartant son bras. Le pistolet partit, le coup de feu résonnant à travers les arbres. Les deux hommes se débattirent, tombant sur la terre. Amira cria, courant vers eux. Tindé réussit à lui arracher l'arme et à la jeter de côté.
Puis, respirant difficilement, il immobilisa Kelvin au sol. C'est fini, dit-il. Les sirènes de police hurlèrent au loin. Des véhicules de sécurité que le père de Tindé avait envoyés dès qu'il avait tracé la localisation de Tindé. Vanessa se tenait figée à côté de la voiture, des larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas de ça », murmura-t-elle. Quand la police arriva, Tindé les aida à maîtriser Kelvin. Le général arriva quelques instants plus tard, le visage un masque de chagrin et d'incrédulité. Kelvin se débattit tandis qu'on l'emmenait. « Vous l'avez toujours plus aimé », cria-t-il. Les yeux du général se remplirent de larmes. « Et tu ne t'es jamais assez aimé pour voir que je t'aimais aussi. » Vanessa avoua tout cette nuit-là. L'accident, le complot, la trahison. Au matin, elle et Kelvin étaient en garde à vue. La nouvelle se répandit rapidement, mais Tindé et Amira restèrent à l'écart des projecteurs. Quand le chaos se dissipa, Tindé s'assit à côté d'elle dans le jardin tranquille. Elle posa sa tête sur son épaule, tremblante sous le poids de ce qui avait failli arriver. « C'est fini », murmura-t-il. « Tu es en sécurité maintenant. » Amira ferma les yeux. « Tu es venu me chercher. »« Toujours », dit-elle. « C'est ce que signifie l'amour. » Et dans le silence avant l'aube, le monde redevint propre. Les morceaux brisés retrouvant lentement leur place. Les cœurs apprenant à respirer après la tempête. Le matin arriva tranquillement, comme si le monde avait peur de déranger les blessures de la nuit précédente. La ville avait déjà recommencé à bourdonner, les voitures roulant dans les rues lointaines, la lumière du soleil s'étirant paresseusement sur les toits. Mais pour Amira, le monde se sentait toujours fragile. Elle était assise sur le lit d'hôpital, les bras enroulés autour de ses genoux, regardant la lumière se déverser à travers les stores. Elle était en sécurité. Cela aurait dû suffire. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Kelvin, la fureur, la douleur, la trahison. Elle voyait l'éclair du pistolet. Elle entendait l'écho du coup de feu. Quand la porte s'ouvrit, elle tressaillit. « C'est juste moi », dit Tindé doucement, entrant avec une tasse de thé en papier. Son bras était bandé à cause du combat, mais ses yeux contenaient la même chaleur constante qui la calmait toujours. Il lui tendit le thé et s'assit à côté d'elle sur le lit. « Tu n'as pas mangé. »« Je n'ai pas faim. »« Tu as besoin d'être forte, » dit-il gentiment. Amira soupira. « Je n'arrête pas de me demander pourquoi. Pourquoi ferait-il ça à son propre frère ?» Tindé baissa les yeux vers ses mains. La jalousie est une chose étrange. Elle commence comme un murmure et devient une tempête si tu la laisses grandir. J'ai continué à penser que je pouvais arranger ça. Que si j'essayais assez fort, il me verrait comme sa famille, pas comme son concurrent. Amira lui toucha le bras. Tu ne pouvais pas savoir. Il hocha la tête, mais la culpabilité persistait derrière ses yeux. Je suis celui qui a survécu à l'accident qu'il a causé. Je devrais le haïr, mais je ne peux pas. Tout ce que je ressens, c'est de la pitié pour lui. Amira le regarda, le cœur lourd d'admiration. Même après tout, il était toujours capable de compassion. C'est ce qui, pensait-elle, le rendait différent. Justice et pardon. Plus tard dans la journée, ils furent appelés au poste de police. Le général était déjà là, se tenant droit, mais visiblement vieilli par l'épreuve. Il avait bâti des empires, commandé des armées et pris des décisions qui avaient façonné la nation. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Quand il les vit, son visage s'adoucit. « Amira, mon fils. »« Père » dit Tindé doucement, inclinant la tête. Le général posa une main sur l'épaule d'Amira. « Vous êtes une femme courageuse. Non seulement vous avez sauvé la vie de mon fils, mais vous avez exposé la pourriture qui a failli détruire cette famille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amira. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. »« Non, » dit fermement le général. « Vous avez fait ce que seuls les cœurs les plus rares feraient. » Un officier s'approcha. « Ils sont prêts à prendre vos dépositions. » Amira suivit, Tindé dans la petite salle d'interrogatoire. À travers la paroi de verre, elle pouvait voir Kelvin assis dans une autre pièce en face, menotté, le visage vide. Vanessa était assise à côté de lui. Son maquillage coulait. Quand Kelvin vit Tindé à travers la vitre, quelque chose vacilla sur son visage. Un éclair de honte, peut-être, ou de regret. Mais il détourna rapidement le regard. Les officiers enregistrèrent leur déposition, demandant chaque détail de la nuit précédente. Quand ce fut terminé, Tindé et Amira sortirent dans le couloir. Le général attendait, le visage pâle mais résolu. « Ils ont avoué, » dit-il doucement. Kelvin a admis avoir trafiqué le jet. Vanessa a tout confirmé. Tindé ferma les yeux.
Que se passe-t-il maintenant? Ils vont être jugés, dit le général. La loi fera ce qu'elle doit. Mais, il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement, j'ai déjà perdu un fils à cause de l'orgueil. Je n'en perdrai pas un autre à cause de l'amertume. Promets-moi, Tindé, que tu lui pardonneras quand tu le pourras. Tindé hocha lentement la tête. Je le ferai. Le procès avança rapidement. L'histoire fit la une des journaux nationaux. Le fils du milliardaire et son ex-petit ami arrêtés dans un complot de tentative de meurtre. Les journalistes campaient devant le palais de justice. Chaque chaîne disséquait le drame familial, transformant leur douleur en spectacle public. Mais à travers tout cela, Amira refusa les interviews, restant cachée dans le manoir, loin des caméras. Elle ne voulait pas la gloire. Elle voulait la paix. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était tendu. Kelvin resta immobile pendant que les accusations étaient lues à haute voix. Tentative de meurtre, complot, mise en danger. Vanessa pleurait ouvertement, serrant un mouchoir. Lorsque le juge demanda s'ils avaient quelque chose à dire, Kelvin se leva. Sa voix, lorsqu'elle arriva, était rauque. J'ai passé ma vie à penser que j'étais invisible, dit-il. Que quoi que je fasse, je ne serai jamais assez bien. Et quand on vit comme ça, l'amour commence à ressembler à une compétition. J'ai détesté mon frère pour être tout ce que je n'étais pas. Mais la vérité est qu'il n'a jamais essayé de me prendre quoi que ce soit. Je l'ai donné moi-même. Il se tourna brièvement vers Tindé et Amira. Je suis désolé, dit-il pour tout. Les yeux de Tindé brillèrent. Il ne parla pas, mais il hocha la tête une fois. Un pardon silencieux. Le verdict était inévitable. Kelvin et Vanessa furent tous deux condamnés à la prison. La salle d'audience murmura tandis qu'on les emmenait. Le bruit des chaînes était faible mais définitif. À l'extérieur, les caméras clignotaient. Mais lorsque les journalistes crièrent des questions, Tindé dit simplement « Ce n'est pas une victoire. C'est une perte pour nous tous. » Les semaines passèrent. Le manoir redevint silencieux. Mais cette fois, le silence n'était pas froid. Il était curatif. Le général passait plus de temps à la maison, s'occupant de son jardin, souvent rejoint par Amira. Elle l'aidait à arroser les fleurs pendant qu'il racontait des histoires de sa jeunesse, les années de service, les batailles qu'il avait menées, les erreurs qu'il avait faites. J'ai construit des murs autour de mon cœur, admit-il un après-midi, taillant un rosier. Je pensais que le succès protégerait ma famille, mais cela n'a fait que nous séparer. Amira sourit doucement. Vous reconstruisez maintenant. C'est ce qui compte. Il la regarda avec une chaleur paternelle. Vous avez apporté la lumière dans cette maison, Amira. Vous m'avez rendu mon fils, et d'une certaine manière, vous m'avez rendu à moi-même. Pendant ce temps, Tindé était retourné au travail. Cette fois, non pas comme le soldat en or ou l'héritier d'un empire, mais comme un homme qui avait appris le vrai sens de la force. Il rendit visite à son frère une fois en prison. La rencontre fut calme, lourde. Je ne suis pas ici pour triompher, dit Tindé doucement. Je suis ici pour te dire que tu es toujours mon frère. Tu as fait des choix que tu regretteras, mais tu peux toujours en faire d'autres. Tu peux recommencer. Kelvin le fixa, l'émotion vacillant derrière des yeux fatigués. Pourquoi ça t'importe? Parce que je me souviens du garçon qui me faisait la course dans l'allée avec une petite voiture, répondit Tindé. Et je crois toujours qu'il est quelque part là-dedans. Quand il partit, Kelvin ne parla pas, mais alors que la porte se fermait, ses épaules tremblèrent dans des larmes silencieuses. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Tindé rentra chez lui et trouva Amira assise sur le balcon, esquissant le coucher de soleil. Ses cheveux scintillaient dans les derniers rayons de lumière. Il s'appuya contre le cadre de la porte, la regardant. Tu n'arrêtes jamais de créer de la beauté à partir des jours brisés, n'est-ce pas? Elle sourit. Quelqu'un doit le faire. Il la rejoignit, s'asseyant assez près pour que leurs épaules se frôlent. Pendant un moment, ils se contentèrent de regarder le ciel passer de l'or au rose, puis au violet. Finalement, Tindé dit, « Tout change. Mon père prend sa retraite de l'entreprise. Il veut que je prenne la relève, mais je ne peux pas le faire seul. » Amira se tourna vers lui. « Tu n'es pas seul. » Il prit sa main, son pouce caressant sa paume. « Je sais. C'est pourquoi je te demande. Vas-tu te tenir avec moi? Pas seulement à côté de moi, mais avec moi en tout. L'entreprise, la famille, l'avenir. » Le souffle d'Amira se coupa. « Tindé. » Il sourit. « Je ne fais pas encore de demande en mariage. Pas officiellement. Mais je veux que tu saches où se trouve mon cœur. » Elle le regarda dans les yeux,
les mêmes yeux qu'elle avait vus sans vie sur le sol ce jour-là dans l'incendie. Les mêmes yeux qui brillaient maintenant de vie parce qu'elle avait refusé de le laisser derrière elle. Sa voix trembla, mais elle était certaine. Alors oui, je me tiendrai avec toi. Il se pencha plus près, posant son front contre le sien. Tu m'as sauvé d'un accident, Amira, maintenant tu m'aides à apprendre à voler à nouveau. Cette nuit-là, après son départ, Amira se tint seule sur le balcon. Les étoiles s'étendaient sans fin au-dessus d'elle. Témoin silencieuse d'une histoire qui avait commencé dans les flammes et brillait maintenant d'espoir. Elle murmura dans le vent. Merci pour les secondes chances. En bas dans le jardin, le général regarda le même ciel. Son cœur lourd de perte et de gratitude. Et dans une cellule tranquille à des kilomètres de là, Kelvin fixait une seule fenêtre où le clair de lune touchait le sol, murmurant sa propre prière. Peut-être pour le pardon, peut-être pour la liberté, peut-être les deux. Le monde s'était brisé, mais il avait aussi guéri. Et pour la première fois depuis longtemps, la paix ne semblait pas empruntée, elle semblait méritée. 6 mois plus tard, le manoir Adéwalé ne ressemblait plus à un monument. Il ressemblait à une maison. L'air était plus léger, les rires plus libres, et les fantômes de la trahison s'étaient transformés en leçons chuchotées doucement entre de nouveaux commencements. Les jardins refleurissaient. Les roses grimpaient le long des clôtures en fer. Les fontaines scintillaient sous le soleil de l'après-midi, et le même endroit où Tindé et Amira s'étaient assis près de la fontaine avait été transformé en quelque chose de beau. Une arche enveloppée de fleurs blanches et de rubans dorés. C'était leur jour de mariage. Amira se tenait devant le miroir, ses mains tremblant légèrement, tandis que la demoiselle d'honneur ajustait son voile. La femme dans le reflet ressemblait à peine à la fille sans abri qui dormait autrefois sous un hangar brisé. Sa robe coulait comme une rivière de soie, simple mais radieuse. Ses yeux brillaient d'une confiance tranquille, encadrés par des larmes qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. Derrière elle, le général entra, vêtu d'un costume gris sur mesure qui portait à la fois fierté et humilité. « Vous êtes magnifique, dit-il doucement. Amira se tourna et fit une légère révérence. « Merci, monsieur, pour tout. » Il secoua la tête en souriant. « Vous ne me devez pas de remerciements, Amira. Si quoi que ce soit, nous vous devons. Vous nous avez rappelé à quoi ressemble l'amour quand il est courageux. » Les larmes remplirent ses yeux. « J'ai seulement fait ce que mon cœur me disait de faire. »« C'est ce qui vous rend spécial, » dit-il, posant une main douce sur son épaule. « Mon fils a bien choisi. » Alors qu'il la conduisait vers le jardin, la musique commença à jouer. Des cordes douces se faufilant dans l'air chaud. Les invités se levèrent de leur siège. La lumière du soleil dansait à travers les feuilles, dispersant de l'or sur l'allée. Au bout de celle-ci se tenait un dé. Il portait un smoking blanc avec des accents dorés. Ses yeux ne la quittaient jamais. Il n'y avait pas de nervosité, pas d'incertitude, seulement de l'émerveillement. Pour lui, chaque pas qu'elle faisait était la preuve que les miracles ne tombaient pas toujours du ciel. Parfois, on les trouvait sous les décombres et la fumée. Quand elle l'atteignit, le monde sembla retenir son souffle. Le prêtre sourit gentiment. « Vous avez tous deux traversé le feu, » dit-il. « Et pourtant, vous êtes ici, plus fort que jamais. Aujourd'hui n'est pas seulement une union des cœurs. C'est une victoire de la grâce sur la douleur. » Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, aucune voix ne trembla. Tindé dit, « Tu m'as trouvé quand j'étais perdu entre la vie et la mort. Tu m'as vu non pas comme un soldat, non pas comme le fils d'un milliardaire, mais comme un homme qui avait besoin de gentillesse. Tu m'as donné de l'espoir avant même que je puisse dire merci. Je promets de passer le reste de ma vie à te rendre cet espoir. Chaque jour. » Les yeux d'Amira scintillèrent. « Tu m'as donné un foyer quand je n'en avais pas, un nom quand j'étais oublié, et l'amour quand je croyais le moins le mériter. Tu m'as appris que la richesse ne se compte pas en argent, mais en miséricorde. Alors, je promets de t'aimer non pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu es, et pour ce que nous devenons ensemble. » Quand ils échangèrent leurs alliances, les applaudissements s'élevèrent doucement autour d'eux. Le général essuya ses yeux, sans honte. Sa mère l'aurait aimé, murmura-t-il pour lui-même. Après la cérémonie, le jardin se transforma en une célébration de rire et de vie. Le personnel qui chuchotait autrefois sur la villageoise souriait maintenant fièrement, applaudissant et acclamant. La musique emplissait l'air. Des enfants dansaient près de la fontaine. Même la brise de la ville semblait se joindre à la joie. Amira et Tindé partagèrent leur première danse sous l'arche. Ce n'était ni répété ni grandiose. C'était lent, tendre et plein de souvenirs. Chaque tour semblait un rappel tranquille du chemin parcouru. « Te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés » murmura Tindé. « Comment pourrais-je oublier » sourit Amira.
Tu es tombé du ciel et tu as couru dans le feu, dit-il. C'est là que j'ai su que l'amour n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose qui te trouve. Elle reposa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement de cœur qu'elle avait autrefois craint d'arrêter. Alors que la soirée descendait, des lumières dorées scintillaient à travers le jardin. Le général se leva pour porter un toast. À mon fils et à sa femme, commença-t-il, sa voix forte malgré l'émotion derrière elle. Vous avez appris à cette famille à quoi ressemble la vraie force. Elle n'est pas dans le pouvoir ou la richesse. Elle est dans le pardon, dans le courage, et dans l'amour qui endure les tempêtes. Il leva son verre. Que votre maison ne perde jamais le rire. Que vos cœurs ne perdent jamais la lumière. La foule fit écho à l'acclamation. Les verres s'entrechoquèrent. La musique s'amplifia. Amira regarda autour d'elle, son cœur se gonflant également. Quelque part en elle, elle pouvait encore entendre le son de cette première explosion, le jour où le ciel était tombé. Mais cette nuit, cela ne l'effrayait plus. Ce son l'avait amenée ici. Cela avait tout changé. Tindé se pencha, lui brossant la joue d'un baiser. « À quoi penses-tu » Elle sourit. Comme c'est étrange que la douleur puisse mener à la beauté, que le feu puisse mener à l'amour. Il hocha la tête. Peut-être que c'est le but de tout cela, nous rappeler ce qui compte. Plus tard cette nuit-là, lorsque les invités furent partis et que les lumières s'éteignirent, Amira se dirigea vers le bord du jardin. La fontaine brillait doucement sous la lune, le même endroit où leur histoire avait vraiment commencé. Tindé la rejoignit, passant ses bras autour d'elle par derrière. Ensemble, ils regardèrent leurs reflets dans l'eau. Deux vies autrefois brisées, maintenant entières. Penses-tu parfois à la fille que tu étais ? Demanda-t-il doucement. Chaque jour, dit-elle. Mais maintenant je la remercie. Elle n'a pas abandonné, même quand elle n'avait rien. Grâce à elle, j'ai tout. Il lui embrassa la tempe. Alors promets-moi une chose. Quoi ? Ne cesse jamais d'être elle. La fille qui a couru dans le feu pour sauver quelqu'un d'autre. C'est de cette personne que je suis tombé amoureux. Amira sourit à travers ses larmes. Et je ne cesserai jamais d'être à toi. Le vent bruissait dans les arbres comme une bénédiction chuchotée. Au-dessus d'eux, les étoiles s'éveillaient, brillantes et infinies. Et quelque part entre le doux bourdonnement de la nuit et la chaleur de sa main dans la sienne, Amira réalisa que l'amour, celui construit sur la grâce, la douleur, la guérison, n'était pas fragile du tout. Il était incassable parce qu'il avait déjà survécu.